Depuis que l'être humain a regardé les étoiles pour la première fois, une question n'a jamais quitté notre esprit. Sommes-nous seuls dans l'univers? En ce moment précis, il existe des milliards de planètes en orbite autour d'autres étoiles, et beaucoup d'entre elles pourraient avoir les bonnes conditions pour la vie. Mais la vie extraterrestre ne concerne pas seulement les petits hommes verts dans des soucoupes volantes. Nous parlons de bactéries dans des océans gelés, de créatures flottant dans les nuages de planètes géantes, et peut-être même de civilisations avancées, essayant de nous trouver de la même manière que nous les cherchons. La vérité est que la vie pourrait exister dans des endroits que nous n'avons jamais imaginés, en utilisant une chimie complètement différente de la nôtre, et les scientifiques découvrent de nouveaux signes et possibilités chaque jour. Aurions-nous déjà reçu des messages extraterrestres sans nous en rendre compte? Pourrait-il exister des formes de vie si différentes que nous ne les reconnaîtrions même pas comme de la vie? Et si la réponse à notre solitude cosmique était plus proche que nous le pensons? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Ce soir, nous n'allons pas parler de théories spectaculaires ou de vaisseaux spatiaux cachés dans des hangars secrets. Nous allons plutôt nous poser une question simple, ancienne, mais qui n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Une question que chaque civilisation, à chaque époque, sous chaque ciel étoilé, s'est posée à un moment donné. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question qui semble grande, presque trop grande pour être contenue dans un seul esprit. Et pourtant, elle nous habite. Elle flotte quelque part entre la curiosité et l'inquiétude, entre l'espoir et la solitude. Depuis que les premiers humains ont levé les yeux vers les étoiles, depuis que nous avons commencé à nous demander ce qui se trouve au-delà de notre horizon, cette question est restée avec nous. Et aujourd'hui, alors que nous avons des télescopes qui peuvent voir à des milliards d'années-lumière, des sondes qui voyagent au-delà de notre système solaire et des instruments capables de détecter les plus infimes traces de vie, nous ne sommes toujours pas plus près d'une réponse définitive. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que la beauté de cette question réside justement dans son ouverture, dans tout ce qu'elle nous permet d'imaginer, d'explorer, de découvrir. Avant de plonger dans les détails, dans les chiffres et les possibilités, j'aimerais savoir où vous êtes en ce moment. Dans quelle partie du monde vous trouvez-vous? Quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous dans votre lit, les lumières éteintes, ou peut-être dans un fauteuil, regardant par la fenêtre? Il y a quelque chose de réconfortant à penser que partout où vous êtes, sous le même ciel nocturne, d'autres personnes se posent les mêmes questions. Et quelque part, peut-être sur une planète que nous n'avons pas encore découverte, orbitant une étoile dont nous ne connaissons pas le nom, quelqu'un d'autre regarde aussi vers le ciel et se demande s'il est seul. Si ce genre de réflexion vous parle, si vous aimez ces moments où la science rencontre l'émerveillement, je serais reconnaissant si vous pouviez laisser un like ou vous abonner. Cela aide ce petit signal, cette voix dans la nuit, à atteindre d'autres esprits curieux. Mais il n'y a aucune pression. Vous êtes ici et c'est déjà suffisant. Alors installez-vous confortablement, laissez votre respiration ralentir. Nous allons prendre notre temps ce soir, car les questions que nous allons explorer méritent de la patience. Nous allons voyager à travers l'univers, examiner les coins les plus étranges de notre propre planète et réfléchir à ce que signifierait vraiment de ne pas être seul. Quand nous parlons de vie extraterrestre, notre imagination se tourne souvent vers des images que nous avons vues dans des films ou lues dans des romans. Des créatures vertes avec de grands yeux noirs, des soucoupes volantes planant au-dessus de champs de maïs, des civilisations avancées avec une technologie qui défie les lois de la physique. Mais la vérité, si elle existe, est probablement beaucoup plus étrange, beaucoup plus subtile et infiniment plus intéressante que tout ce que nous pourrions inventer. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement des êtres intelligents essayant de communiquer avec nous. Elle pourrait être microscopique, simple et totalement inconsciente de sa propre existence. Elle pourrait ressembler aux bactéries qui ont dominé notre propre planète pendant des milliards d'années avant que les premières plantes et animaux n'apparaissent. Elle pourrait vivre dans des océans cachés sous des kilomètres de glace, ou flotter dans les nuages denses d'une planète géante, ou se cacher dans les fissures de rochers exposés aux radiations les plus intenses. Ou bien elle pourrait être intelligente, peut-être même plus intelligente que nous. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans la galaxie, une civilisation regarde dans notre direction et se pose exactement les mêmes questions que nous. Peut-être qu'ils ont déjà essayé de nous envoyer des messages, des signaux que nous n'avons pas encore appris à détecter. Ou peut-être qu'ils ont décidé, pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, de rester silencieux, d'observer sans se faire remarquer. Les possibilités sont vertigineuses, et c'est précisément ce vertige qui rend cette question si fascinante.
Lorsque nous cherchons une réponse à la question de savoir si nous sommes seuls, nous devons d'abord comprendre l'échelle du terrain de jeu. L'univers n'est pas petit, il n'est même pas grand au sens où nous utilisons habituellement ce mot. Il est d'une taille qui dépasse notre capacité à vraiment la concevoir. Les chiffres deviennent si énormes qu'ils perdent leur sens, qu'ils se transforment en abstraction. Mais essayons quand même. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Certaines estimations vont encore plus haut. Chacune de ces étoiles est un soleil, comme le nôtre, et beaucoup d'entre elles ont des planètes qui les orbitent. Les observations récentes de télescopes comme Kepler et TESS nous ont appris que les planètes ne sont pas rares. En fait, elles sont incroyablement communes. Presque chaque étoile que nous observons semble avoir au moins une planète. Certaines en ont plusieurs. Cela signifie que dans notre galaxie seule, il pourrait y avoir des centaines de milliards de planètes. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Les estimations varient, mais l'univers observable pourrait contenir 2000 milliards de galaxies, peut-être plus. Si vous essayez de multiplier le nombre d'étoiles par le nombre de galaxies, puis d'estimer combien de ces étoiles ont des planètes, vous arrivez à un nombre tellement grand qu'il devient presque absurde. Des trillions et des trillions de mondes. Et quelque part dans tout ça, dans cette immensité qui s'étend au-delà de tout ce que nous pouvons voir ou mesurer, la question demeure, combien de ces mondes abritent la vie? Pas seulement la vie telle que nous la connaissons, mais n'importe quelle forme de vie, n'importe quel processus qui pourrait être considéré comme biologique, chimique, organisé d'une manière qui suggère plus que le simple chaos. Les scientifiques ont développé une équation pour essayer de répondre à cette question. Elle s'appelle l'équation de Drake, du nom de l'astronome Frank Drake qui l'a formulée dans les années 60. Ce n'est pas une équation au sens strict, car la plupart de ces variables sont des suppositions, mais c'est un outil utile pour organiser notre pensée. Elle prend en compte le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, le nombre de planètes par système solaire qui pourraient soutenir la vie, la fraction de ces planètes où la vie apparaît réellement, la fraction de ces planètes où la vie développe l'intelligence, la fraction de civilisations intelligentes qui développent une technologie détectable et enfin, combien de temps ces civilisations existent avant de disparaître. Lorsque vous remplissez ces variables avec vos meilleures estimations, vous pouvez obtenir des réponses très différentes selon vos hypothèses. Si vous êtes optimiste, vous pourriez conclure qu'il y a des milliers, voire des millions de civilisations intelligentes dans notre galaxie en ce moment même. Si vous êtes pessimiste, vous pourriez conclure que nous sommes seuls, ou du moins si rares que la distance entre nous et la prochaine civilisation est si grande que nous ne nous rencontrerons jamais. Mais l'équation de Drake, aussi utile soit-elle, ne peut pas capturer toute la complexité de la question. Elle suppose que la vie suit un certain chemin, qu'elle commence simple et devient progressivement plus complexe, qu'elle développe éventuellement l'intelligence et la technologie. Mais qui dit que c'est le seul chemin? Qui dit que l'intelligence est un résultat inévitable de l'évolution? Sur Terre, l'intelligence telle que nous la définissons, la capacité de construire des outils, de manipuler l'environnement, de communiquer avec des langages complexes, n'est apparue qu'une seule fois, chez nous. Les dauphins sont intelligents, les poulpes sont intelligents, les corbeaux sont intelligents, mais aucun d'entre eux n'a construit de radiotélescope ou envoyé de sondes dans l'espace. Peut-être que l'intelligence de ce type est extrêmement rare, un accident évolutif qui ne se produit presque jamais. Ou peut-être qu'elle est commune, mais qu'elle prend des formes que nous ne reconnaîtrions pas comme de l'intelligence. Peut-être que quelque part, une forme de vie pense et ressent et se demande, mais d'une manière tellement différente de nous que si nous la rencontrions, nous passerions à côté sans la remarquer. Il y a aussi la question du temps. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Terre a environ 4,5 milliards d'années. La vie sur Terre est apparue relativement rapidement, dans les premières centaines de millions d'années après la formation de la planète. Mais il a fallu encore presque 4 milliards d'années pour que les organismes multicellulaires complexes apparaissent, et seulement quelques centaines de milliers d'années pour que nous, les humains modernes, développions une civilisation technologique. C'est un clin d'œil dans l'histoire cosmique. Si une autre civilisation a existé il y a 1 milliard d'années, elle est probablement disparue depuis longtemps. Si une autre civilisation apparaîtra dans 1 milliard d'années,
nous ne serons pas là pour la rencontrer. L'univers est non seulement vaste dans l'espace, mais aussi dans le temps, et cela rend la possibilité de deux civilisations qui se chevauchent dans le temps et dans l'espace encore plus difficile. C'est comme si deux personnes essayaient de se rencontrer dans un immense désert, sans savoir quand ni où l'autre sera là. Les chances sont minces, et pourtant elles ne sont pas nulles. C'est ce qui garde l'espoir vivant. C'est ce qui fait que des scientifiques du monde entier continuent de scruter le ciel, d'analyser les données, de chercher ce petit signal qui pourrait tout changer. Alors que vous êtes allongé là, en train d'écouter, pensez à cela. Pensez au fait qu'en ce moment même, il y a peut-être une planète, orbitant une étoile que nous n'avons même pas encore observée, où quelque chose vit. Peut-être que c'est juste une colonie de bactéries, se reproduisant lentement dans un océan souterrain. Peut-être que c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui nage, ou rampe, ou vole. Peut-être que c'est quelque chose d'intelligent, quelque chose qui regarde aussi vers les étoiles et se demande. Cette pensée peut sembler solitaire ou elle peut sembler réconfortante. Peut-être les deux à la fois. Parce que si nous sommes seuls, cela signifie que nous sommes incroyablement spéciaux, unique dans tout l'univers, mais cela signifie aussi que nous portons une énorme responsabilité, car nous serions les seuls à pouvoir témoigner de la beauté de tout cela. Et si nous ne sommes pas seuls, si quelque part là-bas il y a d'autres yeux regardant vers les étoiles, alors nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté cosmique dont nous commençons seulement à soupçonner l'existence. Les deux possibilités sont profondes, les deux changent la façon dont nous devrions penser à nous-mêmes, à notre place dans l'univers, à ce que signifie être vivant. Nous reviendrons sur ces idées tout au long de notre voyage ce soir. Pour l'instant, laissez-les simplement flotter dans votre esprit. Laissez-les se mélanger avec la fatigue qui commence peut-être à s'installer, avec le calme de la nuit autour de vous. Nous avons tout le temps. L'univers ne va nulle part. Et nous allons continuer à explorer doucement, patiemment, chaque facette de cette question qui nous accompagne depuis si longtemps. Dans un instant, nous allons regarder de plus près ce que signifie réellement le mot « vie ». Parce que avant de pouvoir chercher la vie ailleurs, nous devons comprendre ce que nous cherchons exactement. Et il s'avère que cette question, aussi simple qu'elle paraisse, n'a pas de réponse facile. Qu'est-ce que la vie? Cela semble être une question simple, presque enfantine. Nous savons tous ce qu'est la vie quand nous la voyons, n'est-ce pas? Un arbre est vivant, une pierre ne l'est pas. Un chat est vivant, une voiture ne l'est pas. Mais quand vous commencez à creuser, quand vous essayez de définir exactement ce qui sépare le vivant du non-vivant, les choses deviennent beaucoup plus floues. Les biologistes ont passé des décennies à débattre de cette question. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de définition universellement acceptée de la vie. Certains disent que la vie est tout ce qui peut se reproduire, faire des copies de soi-même. Mais alors, qu'en est-il des mules qui sont stériles? Sont-elles moins vivantes qu'un cheval? Et qu'en est-il des virus? Ils se reproduisent, mais seulement en détournant la machinerie cellulaire d'autres organismes. Sont-ils vivants ou non? Les scientifiques ne sont toujours pas d'accord. D'autres disent que la vie est définie par le métabolisme, la capacité de prendre de l'énergie de l'environnement et de l'utiliser pour maintenir une structure organisée. Mais alors, qu'en est-il d'un feu? Il consomme du combustible, produit de l'énergie, grandit et même se reproduit en allumant de nouveaux feux. Pourtant, personne ne dirait qu'un feu est vivant. Certains scientifiques proposent une liste de critères. Pour être considéré comme vivant, disent-ils, quelque chose doit pouvoir se reproduire, métaboliser l'énergie, maintenir une structure organisée complexe, répondre aux stimuli de son environnement, s'adapter par l'évolution et maintenir une forme d'homéostasie, un équilibre interne. La plupart des choses que nous considérons comme vivantes cochent toutes ces cases, mais même cette liste a ses problèmes. Les graines peuvent rester dormantes pendant des années, voire des décennies, sans métabolisme actif. Sont-elles mortes pendant ce temps? Les cristaux peuvent croître et former des structures complexes. Sont-ils un peu vivants? La vérité est que la vie, telle que nous la connaissons sur Terre, existe sur un spectre. À une extrémité, il y a des organismes clairement, incontestablement vivants, des animaux, des plantes, des champignons. À l'autre extrémité, il y a des choses clairement non vivantes, des roches, de l'eau, de l'air. Mais au milieu, il y a une zone grise, des virus, des prions, des molécules autoréplicatives, des choses qui ont certaines caractéristiques de la vie mais pas toutes. Et c'est important quand nous pensons à la vie extraterrestre, parce que nous ne pouvons pas supposer que la vie ailleurs va ressembler à la vie ici.
Sur Terre, toute vie telle que nous la connaissons est basée sur quelques éléments chimiques fondamentaux, le carbone et la colonne vertébrale. Chaque molécule organique, chaque protéine, chaque brin d'ADN est construit autour d'atomes de carbone. Le carbone est spécial parce qu'il peut former 4 liaisons avec d'autres atomes, ce qui lui permet de créer des structures moléculaires incroyablement complexes et variées. C'est cette complexité qui rend possible la chimie de la vie. Ensuite, il y a l'eau. Toute vie sur Terre a besoin d'eau. C'est le solvant dans lequel toutes nos réactions chimiques se produisent. Elle dissout les nutriments, transporte les molécules à travers les cellules et participe directement à de nombreux processus biologiques. Sans eau, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas fonctionner. Il y a aussi l'azote qui forme les liens dans nos protéines et notre ADN. L'oxygène qui est essentiel pour la respiration de la plupart des organismes complexes. Le phosphore, qui forme l'épine dorsale de nos molécules d'acide désoxyribonucléique et d'acide ribonucléique. Le soufre, qui joue un rôle crucial dans certaines protéines. Ensemble, ces éléments, souvent abrégés en CHNOPS, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, constituent l'essentiel de toute matière vivante sur notre planète. Mais ici, une question se pose. Est-ce que la vie doit être basée sur ces éléments, ou est-ce simplement parce que c'est ainsi que la vie a évolué ici, sur cette planète particulière, avec cette chimie particulière? Pourrions-nous trouver la vie basée sur quelque chose de complètement différent? Le silicium, par exemple, est juste en dessous du carbone sur le tableau périodique. Il peut également former 4 liaisons, tout comme le carbone. Pendant des années, les écrivains de science-fiction ont spéculé sur la possibilité d'une vie basée sur le silicium. Sur Terre, cependant, le silicium ne forme pas les longues chaînes complexes que le carbone peut former. Les liaisons silicium-silicium sont plus faibles et moins stables. Dans notre environnement, le silicium préfère se lier avec l'oxygène pour former de la silice, du sable et du verre. Mais peut-être que dans un environnement différent, avec une température différente, une pression différente, une chimie différente, le silicium pourrait jouer le rôle que le carbone joue ici. Nous ne le savons tout simplement pas. Et qu'en est-il de l'eau? Pourrait-il y avoir une vie qui utilise un solvant complètement différent? Sur certaines lunes de notre propre système solaire, comme Titan, la lune de Saturne, il n'y a pas d'eau liquide en surface, il fait beaucoup trop froid. Mais il y a des lacs et des rivières de méthane et d'éthane liquide. Pourrait-il y avoir une forme de vie qui utilise le méthane à la place de l'eau? Une vie qui respire de l'hydrogène au lieu d'oxygène? Une vie qui fonctionne à des températures où l'eau serait gelée dure comme de la pierre? Les scientifiques appellent cela la vie telle que nous ne la connaissons pas. Et c'est l'une des frontières les plus excitantes de l'astrobiologie. Parce que si nous supposons que toute vie doit ressembler à la vie terrestre, nous pourrions passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Nous pourrions chercher de l'eau et des molécules organiques, alors que quelque part, sur un monde glacé ou brûlant ou toxique selon nos normes, quelque chose de complètement différent vit et prospère. Sur Terre, nous avons déjà des exemples de vie dans des endroits que nous pensions autrefois impossibles. Dans les profondeurs de l'océan, là où aucune lumière du soleil ne pénètre, il y a des écosystèmes entiers construits autour de sources hydrothermales, des cheminées volcaniques qui crachent de l'eau surchauffée chargée de minéraux. Les créatures ici ne dépendent pas de la photosynthèse. Au lieu de cela, elles tirent leur énergie de la chimie d'un processus appelé chimiosynthèse. Des bactéries convertissent les composés soufrés de l'eau volcanique en énergie et d'autres organismes, des vers tubulaires géants, des crabes, des poissons, vivent en se nourrissant de ces bactéries. C'est un écosystème entier qui fonctionne selon des règles complètement différentes de celles de la surface. Il y a aussi des organismes extrémophiles, des formes de vie qui prospèrent dans des conditions qui tueraient la plupart des autres créatures. Il y a des bactéries qui vivent dans des sources chaudes acides, où la température est proche du point d'ébullition et le pH est si bas qu'il dissoudrait votre peau. Il y a des microbes dans les glaces de l'Antarctique, survivant dans des températures bien en dessous de zéro. Il y a des organismes dans les profondeurs de la croûte terrestre, à des kilomètres sous la surface, vivant dans la roche elle-même. Il y a des bactéries qui peuvent résister à des niveaux de radiation qui seraient mortels pour presque toute autre forme de vie. Certaines peuvent même survivre dans le vide de l'espace pendant de courtes périodes. Ces extrémophiles nous enseignent que la vie est incroyablement résiliente, qu'elle peut s'adapter à des conditions qui semblent impossibles, et cela élargit considérablement notre compréhension de où nous devrions chercher la vie dans l'univers. Si la vie peut exister dans les sources chaudes acides de Yellowstone, pourquoi pas dans les océans souterrains d'Europe, une lune de Jupiter?
Si elle peut survivre dans les glaces de l'Antarctique, pourquoi pas sur Mars, où nous savons qu'il y a de la glace? Si elle peut vivre dans la roche profonde sous nos pieds, pourquoi pas dans les profondeurs d'autres mondes rocheux? Chaque découverte d'extrémophiles sur Terre repousse les limites de ce que nous pensons possible. Chaque nouvel environnement extrême où nous trouvons la vie nous dit que l'univers pourrait être beaucoup plus hospitalier à la vie que nous ne le pensions autrefois. Mais tout cela soulève une autre question. Si la vie peut être si différente, si étrange, si adaptée à des environnements que nous ne reconnaîtrions même pas comme habitables, comment saurons-nous quand nous l'aurons trouvé? Comment distinguerons-nous un processus biologique d'un processus chimique ou géologique? C'est l'un des plus grands défis de la recherche de vie extraterrestre. Sur Terre, nous avons l'avantage de pouvoir examiner les choses de près. Nous pouvons prélever des échantillons, les mettre sous un microscope, séquencer leur ADN, observer leur comportement. Mais quand nous cherchons la vie sur d'autres planètes, surtout celles qui sont à des années-lumière, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons compter sur des observations à distance, sur la détection de signatures qui suggèrent la présence de la vie. Ces signatures sont appelées biosignatures, et nous en parlerons plus en détail plus tard. Pour l'instant, il suffit de savoir que ce sont des indicateurs, des indices, des anomalies dans l'atmosphère d'une planète ou la composition de sa surface qui pourraient être expliquées par la présence de la vie. Mais ici aussi, nous devons être prudents. Les biosignatures que nous recherchons sont basées sur la vie que nous connaissons. Si la vie ailleurs est radicalement différente, elle pourrait produire des signatures complètement différentes, des signatures que nous ne reconnaîtrions pas ou que nous ne penserions même pas à chercher. C'est un peu comme si vous cherchiez des empreintes de pas dans la neige, mais que vous ne saviez pas à quoi ressemblent les pieds de la créature. Vous pourriez trouver des marques, mais vous ne sauriez pas si c'est ce que vous cherchez. Alors, qu'est-ce que la vie? Plus nous y réfléchissons, plus la réponse semble glisser entre nos doigts. Peut-être que la vie n'est pas une chose définie avec des frontières nettes. Peut-être que c'est un processus, un modèle d'organisation et de complexité qui émerge lorsque les conditions sont favorables. Peut-être que c'est moins important de savoir si quelque chose est officiellement vivant selon notre définition, est plus important de reconnaître quand quelque chose fait quelque chose d'intéressant, quelque chose qui suggère une organisation, une intention, une persistance contre l'entropie. C'est une pensée à garder en tête alors que nous continuons. Parce que lorsque nous parlons de recherche de vie extraterrestre, nous ne cherchons pas seulement des versions de nous-mêmes ou même des versions de la vie terrestre. Nous cherchons n'importe quoi qui défie le chaos, qui construit au lieu de se désintégrer, qui persiste au lieu de se dissoudre. Et cela, peut-être, est la caractéristique la plus fondamentale de la vie. Pas le carbone, pas l'eau, pas même la reproduction ou le métabolisme. Mais cette lutte constante, cette insistance à continuer, à maintenir l'ordre face à un univers qui tend toujours vers le désordre. Si nous pouvons reconnaître cette lutte, sous quelque forme qu'elle prenne, alors peut-être que nous pourrons reconnaître la vie, où qu'elle se cache dans l'univers. Maintenant que nous avons réfléchi à ce qu'est la vie et à quel point elle peut être diverse, il est temps de regarder où elle pourrait exister. Et cela nous amène à l'un des concepts les plus importants de l'astrobiologie, la zone habitable. Vous en avez peut-être entendu parler sous un autre nom, la zone boucle d'or, tout comme dans l'histoire où Boucle d'or cherche le porridge qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Mais juste comme il faut, les scientifiques cherchent des planètes qui ne sont ni trop proches ni trop éloignées de leur étoile, juste à la bonne distance pour que l'eau liquide puisse exister à la surface. Pourquoi l'eau liquide est-elle si importante? Comme nous en avons parlé plus tôt, toute vie sur Terre en dépend. C'est le solvant qui permet aux réactions chimiques de se produire, qui transporte les nutriments, qui rend possible la biochimie complexe. Donc, quand nous cherchons des endroits où la vie pourrait exister, nous commençons par chercher des endroits où l'eau liquide pourrait exister. La zone habitable n'est pas un endroit fixe, elle dépend du type d'étoile. Notre Soleil est une étoile de type G, une étoile naine jaune de taille moyenne. La zone habitable autour du Soleil s'étend approximativement de l'orbite de Vénus à l'orbite de Mars. La Terre se trouve confortablement au milieu, Vénus est trop proche. L'effet de serre a emballé sa température à des centaines de degrés. Mars est peut-être à la limite extérieure, elle est froide,
aride et tout l'eau en surface est gelée. Mais il y a des milliards d'années, Mars était plus chaude et plus humide. Elle avait des rivières et peut-être même des océans. Et cela soulève une possibilité fascinante. Peut-être que la vie est apparue sur Mars quand les conditions étaient favorables. Et peut-être qu'elle existe encore aujourd'hui, enterrée sous la surface, là où la chaleur géothermique pourrait maintenir l'eau liquide. Pour d'autres types d'étoiles, la zone habitable se trouve à des distances différentes. Les étoiles naines rouges, qui sont beaucoup plus petites et plus froides que notre Soleil, ont leurs zones habitables beaucoup plus près. Une planète devrait orbiter très près de son étoile pour recevoir assez de chaleur pour que l'eau soit liquide. Le problème, c'est qu'être si proche d'une étoile naine rouge présente des défis. Ces étoiles peuvent être sujettes à des éruptions violentes, émettant des radiations intenses qui pourraient décaper l'atmosphère d'une planète proche. De plus, les planètes dans ces orbites serrées deviennent souvent verrouillées par marée, ce qui signifie qu'un côté fait toujours face à l'étoile et l'autre est toujours dans l'obscurité. Cela pourrait créer des différences de température extrêmes, un côté brûlant, l'autre gelé. Mais les scientifiques ne rejettent pas ces planètes. Peut-être qu'une atmosphère épaisse pourrait redistribuer la chaleur. Peut-être que la vie pourrait exister dans la zone crépusculaire, la bande entre la lumière et l'obscurité. Les étoiles naines rouges sont les plus communes dans notre galaxie. Si des planètes dans leur zone habitable peuvent soutenir la vie, alors il pourrait y avoir des milliards de mondes habitables juste dans notre voisinage cosmique. D'un autre côté, les étoiles plus grandes et plus chaudes que notre Soleil, les étoiles de type A et B, ont des zones habitables qui sont beaucoup plus éloignées. Mais ces étoiles ne vivent pas très longtemps. Elles brûlent leur carburant rapidement et meurent en seulement quelques millions ou dizaines de millions d'années. Sur Terre, il a fallu presque 4 milliards d'années pour que la vie complexe évolue. Il est donc peu probable qu'une planète autour d'une étoile géante ait le temps de développer la vie avant que l'étoile ne meure, mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement. Peut-être que dans certaines conditions, la vie pourrait apparaître plus rapidement, ou peut-être qu'il existe des formes de vie qui se développent sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que nous ne pouvons l'imaginer. Cependant, la zone habitable ne garantit pas la vie. Elle ne garantit même pas que l'eau liquide sera présente. Une planète doit avoir la bonne taille et la bonne masse pour retenir une atmosphère. Si elle est trop petite, comme notre Lune, la gravité est trop faible pour retenir une atmosphère significative. Sans atmosphère, il n'y a pas de pression pour maintenir l'eau liquide. Elle s'évapore directement dans l'espace ou gèle. Si une planète est trop grande, elle pourrait devenir une géante gazeuse comme Jupiter, sans surface solide du tout. La composition de l'atmosphère est également cruciale. Une atmosphère riche en dioxyde de carbone peut créer un effet de serre qui réchauffe la surface. Trop de dioxyde de carbone et vous obtenez Vénus, un enfer inhabitable. Pas assez, et la planète pourrait geler même si elle est dans la zone habitable. La Terre a juste la bonne quantité, régulée par le cycle du carbone, où le dioxyde de carbone est absorbé par les océans et les roches et libéré par les volcans. C'est un équilibre délicat qui a été maintenu pendant des milliards d'années. Une planète a également besoin d'un champ magnétique pour protéger son atmosphère du vent solaire, le flux constant de particules chargées émises par l'étoile. Le champ magnétique de la Terre est généré par le mouvement du fer fondu dans son noyau. Mars a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années et au fil du temps, le vent solaire a arraché son atmosphère, transformant la planète en désert froid et sec. Donc, même si une planète est dans la zone habitable, beaucoup de choses doivent se mettre en place pour qu'elle soit réellement habitable. Mais chaque année, nous découvrons plus de planètes et beaucoup d'entre elles sont dans les zones habitables de leurs étoiles. Certaines sont rocheuses, de taille similaire à la Terre. Ce sont les candidates les plus excitantes. Nous ne savons pas encore si elles ont des atmosphères, et encore moins de l'eau liquide ou de la vie. Mais nous développons les outils pour le découvrir. Au-delà de la zone habitable traditionnelle, il y a d'autres endroits où la vie pourrait exister. Les lunes des planètes géantes, par exemple. Europe, une lune de Jupiter, et Encelade, une lune de Saturne, sont toutes deux couvertes de glace. Mais sous cette glace, il y a des preuves d'océans liquides. Comment est-ce possible s'ils sont si loin du Soleil? La réponse est la chaleur tidale. Les forces gravitationnelles de leurs planètes mères et d'autres lunes proches étirent et compriment ces lunes, générant de la chaleur à l'intérieur. Cette chaleur est suffisante pour maintenir l'eau liquide sous la glace. Ces océans souterrains pourraient être énormes. Celui d'Europe pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie.
Nous savons que sur Terre, la vie existe dans les océans profonds, loin de la lumière du Soleil. Elle pourrait faire de même sur Europe ou Encelade. Sur Encelade, des geysers d'eau jaillissent à travers la glace et dans l'espace. La sonde Cassini a volé à travers ces panaches et a détecté des molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y a de la vie là-bas, mais cela montre que les ingrédients sont présents. Les missions futures pourraient retourner à Encelade, collecter plus d'échantillons de ces panaches et chercher des signes de vie sans même avoir à atterrir sur la surface. Titan, une autre lune de Saturne, est également fascinante. C'est le seul corps du système solaire autre que la Terre, avec des lacs et des rivières stables à sa surface. Mais ces lacs ne sont pas de l'eau, ils sont faits de méthane et d'éthane liquide. La température de surface est de moins 190 degrés Celsius, bien trop froid pour l'eau liquide. Mais pourrait-il y avoir une forme de vie qui utilise le méthane au lieu de l'eau? Une vie basée sur une chimie complètement différente? Nous ne le savons pas. Mais Titan a une atmosphère épaisse, riche en composés organiques. C'est un laboratoire naturel pour la chimie prébiotique, les processus qui pourraient me conduire à la vie. Certains scientifiques pensent même que Titan pourrait ressembler à la Terre primitive avant l'apparition de la vie. Si nous pouvons comprendre Titan, nous pourrions mieux comprendre comment la vie a commencé ici. Donc, la zone habitable est un bon point de départ. Mais ce n'est que cela, un point de départ. La vie pourrait exister dans des endroits que nous ne considérerions pas comme habitables selon nos critères terrestres. Elle pourrait être cachée sous des kilomètres de glace, ou flottant dans les nuages d'une géante gazeuse, ou même prospérant dans les atmosphères supérieures d'étoiles. Cela semble fantaisiste, mais certains scientifiques ont sérieusement exploré l'idée de vie dans les nuages de Jupiter ou de Vénus. Les nuages de Vénus, à environ 50 km d'altitude, ont des températures et des pressions qui pourraient permettre l'existence d'eau liquide. C'est un environnement hostile, acide et turbulent, mais pas nécessairement impossible pour la vie. Et récemment, il y a eu des détections controversées de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un gaz qui sur Terre est principalement produit par des processus biologiques. Les scientifiques débattent encore de ce que cela signifie, mais cela a ravivé l'intérêt pour Vénus comme lieu possible pour la vie. Alors, où devrions-nous chercher? Partout. Chaque planète rocheuse dans une zone habitable, chaque lune avec un océan souterrain, chaque atmosphère avec des composés organiques, chaque environnement qui pourrait, par un quelconque moyen, soutenir les processus que nous associons à la vie. L'univers est grand et les possibilités sont nombreuses, et nous venons juste de commencer à chercher. Nous avons parlé de la zone habitable, de l'eau liquide et des endroits dans notre propre système solaire où la vie pourrait exister. Mais il est temps d'aller plus loin, plus profondément dans les possibilités étranges et merveilleuses. Il est temps de parler de la vie telle que nous ne la connaissons pas, de chimies alternatives, d'environnements exotiques et de formes d'existence qui pourraient être si différentes de nous que nous aurions du mal à les reconnaître comme vivantes. Toute vie sur Terre, comme nous l'avons dit, est basée sur le carbone et utilise l'eau comme solvant. Mais qu'est-ce qui rend le carbone si spécial? C'est sa capacité à former des chaînes longues et complexes, des structures ramifiées, des anneaux et une variété infinie de molécules. Le carbone peut se lier avec l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et bien d'autres éléments, créant les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques qui composent nos cellules. Aucun autre élément n'a cette polyvalence, ou du moins, c'est ce que nous avons longtemps pensé. Le silicium, comme mentionné plus tôt, est l'élément le plus souvent proposé comme alternative au carbone. Il est abondant dans l'univers. Il est juste en dessous du carbone sur le tableau périodique, ce qui signifie qu'il a une structure électronique similaire. Il peut former 4 liaisons, tout comme le carbone. Alors pourquoi pas la vie basée sur le silicium? Le problème principal est la stabilité. Les liaisons silicium-silicium sont plus faibles que les liaisons carbone-carbone. Elles se brisent plus facilement. Dans les conditions de la Terre, le silicium préfère se lier à l'oxygène, formant de la silice, qui est solide et inerte. Le dioxyde de carbone, en revanche, est un gaz à température ambiante. Cette différence est cruciale. Les organismes vivants ont besoin de flexibilité, de molécules qui peuvent se former et se briser, qui peuvent transporter l'énergie et l'information. La silice ne fait pas cela, mais peut-être que dans un environnement avec une température très élevée ou une chimie très différente, le silicium pourrait fonctionner. Peut-être qu'il y a des mondes où la chimie du silicium domine, où des structures cristallines complexes pourraient avoir des propriétés que nous reconnaîtrions comme vivantes. Nous ne pouvons pas l'exclure complètement. Et qu'en est-il d'autres éléments?
Le bore, par exemple, peut former des structures complexes. L'azote peut former des liaisons multiples. Le phosphore joue déjà un rôle crucial dans notre biochimie. Certains scientifiques ont spéculé sur la possibilité de biochimie basée sur des combinaisons de ces éléments, des systèmes qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. Ensuite, il y a la question du solvant. L'eau est le solvant universel sur Terre, mais pourrait-il y en avoir d'autres? L'ammoniac, par exemple, reste liquide à des températures beaucoup plus basses que l'eau. Sur des mondes glacés, loin de leur étoile, l'ammoniac liquide pourrait jouer le rôle que l'eau joue ici. Il peut dissoudre beaucoup des mêmes substances que l'eau, et il pourrait soutenir un type de chimie organique. Le méthane est une autre possibilité. Comme nous en avons parlé avec Titan, il existe des lacs de méthane liquide là-bas. Pourrait-il y avoir une vie qui nage dans le méthane, qui respire de l'hydrogène, qui utilise des membranes faites de composés que nous ne connaissons pas, reconnaîtrions même pas comme biologiques? Certains scientifiques ont proposé l'idée de azotosomes, des structures semblables à des membranes qui pourraient se former dans le méthane liquide. Elles seraient complètement différentes des membranes cellulaires que nous connaissons, mais elles pourraient remplir la même fonction, encapsuler et protéger les processus chimiques à l'intérieur. Il y a aussi des solvants plus exotiques, le sulfure d'hydrogène liquide, le dioxyde de carbone supercritique, même l'azote liquide. Chacun de ces liquides a des propriétés différentes et chacun pourrait, en théorie, soutenir une forme de chimie complexe. La vie dans ces solvants serait radicalement différente de la vie terrestre, mais elle ne serait pas nécessairement impossible. Et puis, il y a la question de l'énergie. Sur Terre, la plupart de la vie tire son énergie du soleil, directement par la photosynthèse ou indirectement en mangeant des organismes qui photosynthétisent. Mais comme nous l'avons vu avec les sources hydrothermales en eau profonde, la vie peut aussi tirer son énergie de la chimie. Qu'en est-il d'autres sources d'énergie? Les différences de température, les champs magnétiques, les radiations. Il y a des bactéries sur Terre qui peuvent métaboliser les métaux, qui tirent de l'énergie de l'oxydation du fer ou du manganèse. Il y a des organismes qui vivent dans des niveaux de radiation qui tueraient n'importe quelle autre créature. Si la vie peut exploiter ces sources d'énergie ici, pourquoi pas ailleurs, dans des formes encore plus extrêmes? Imaginez une vie qui existe dans les nuages de Jupiter, flottant dans les courants atmosphériques, métabolisant les composés organiques qui tombent de l'espace et les énergies des éclairs qui traversent les nuages. Imaginez une vie sur une lune verrouillée par marée, où un côté fait toujours face à l'étoile et l'autre est dans l'obscurité perpétuelle. Peut-être que la vie pourrait exister à la frontière, utilisant la différence de température entre le jour et la nuit comme source d'énergie. Imaginez une vie dans les couches supérieures d'une naine brune, un objet qui est trop petit pour être une étoile, mais trop grand pour être une planète, où la chaleur et la pression créent une chimie que nous ne pouvons même pas commencer à modéliser. Ce ne sont pas que des fantasmes, ce sont des possibilités sérieuses, explorées par des scientifiques qui repoussent les limites de ce que nous pensons possible. Et chaque fois que nous découvrons un nouvel extrémophile sur Terre, chaque fois que nous trouvons la vie dans un endroit où nous pensions qu'elle ne pouvait pas exister, ces possibilités deviennent un peu plus plausibles. Il y a aussi le concept de vie non basée sur la chimie du tout. C'est beaucoup plus spéculatif, mais cela vaut la peine d'être mentionné. Certains scientifiques ont proposé l'idée de vie basée sur le plasma, des structures auto-organisées dans des gaz ionisés chauds. D'autres ont parlé de vie basée sur des réseaux de neurones quantiques, de structures qui existent à l'échelle subatomique. Ce sont des idées marginales, loin du courant dominant, mais elles nous rappellent que nous ne devons pas être trop étroits dans notre définition de ce que la vie peut être. Si nous cherchons seulement ce que nous connaissons, nous pourrions manquer quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment cherchons-nous quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer? Comment détectons-nous une forme de vie qui n'utilise pas le carbone, qui ne respire pas d'oxygène, qui ne laisse aucune des signatures que nous recherchons? C'est l'un des plus grands défis de l'astrobiologie. La réponse, en partie, est de rester ouvert, de chercher des anomalies, des choses qui ne correspondent pas à nos modèles de processus non biologiques. Si nous trouvons une planète avec une atmosphère qui est loin de l'équilibre chimique, avec des gaz qui ne devraient pas coexister, cela pourrait être un signe de vie, même si ce n'est pas le type de vie que nous attendons. Si nous détectons des structures complexes, des modèles qui semblent trop organisés pour être aléatoires, cela pourrait mériter une enquête plus approfondie. L'autre partie de la réponse est de continuer à étudier la vie sur Terre, de comprendre les limites de ce que la vie peut faire, de trouver des extrémophiles dans des environnements encore plus extrêmes. Chaque découverte ici élargit notre compréhension de ce qui est possible là-bas. Et peut-être, avec le temps,
nous développerons de nouvelles théories, de nouveaux cadres pour penser à la vie qui ne sont pas si centrés sur notre propre expérience. Peut-être que nous commencerons à voir des modèles dans les données que nous avons manquées auparavant, des signes qui étaient là tout le temps, attendant que nous sachions comment regarder. Pour l'instant, nous devons admettre que nous ne savons pas à quoi ressemble la vie extraterrestre. Elle pourrait être familière, basée sur le carbone et l'eau, respirant de l'oxygène et vivant dans des conditions que nous reconnaîtrions comme habitables, ou elle pourrait être complètement étrangère, construite à partir d'une chimie que nous ne comprenons pas, vivant dans des environnements que nous considérerions comme mortels. Les deux sont possibles, et c'est cette incertitude, ce sentiment de ne pas savoir, qui rend la recherche si excitante. Parce que quand nous trouvons finalement la vie extraterrestre, et beaucoup de scientifiques pensent que c'est une question de quand, pas de si, elle pourrait être n'importe quoi. Elle pourrait être simple, un microbe dans un océan souterrain, ou elle pourrait être complexe, une civilisation qui a construit des structures que nous pouvons voir de l'espace, ou elle pourrait être quelque chose au milieu, quelque chose que nous ne pouvons même pas catégoriser avec nos mots actuels, quelque chose qui remet en question notre compréhension de ce que signifie être vivant. Et cette possibilité, cette ouverture vers l'inconnu, est au cœur de pourquoi nous cherchons, pas seulement pour trouver la vie, mais pour découvrir à quel point l'univers peut être étrange et merveilleux. Alors que vous êtes allongé là, en train d'écouter, laissez votre esprit vagabonder. Imaginez un océan sous la glace, noir et silencieux, où quelque chose nage. Imaginez les nuages d'une géante gazeuse où des créatures flottent, se nourrissant de produits chimiques dans l'air. Imaginez un désert sur un monde lointain où des formes cristallines grandissent et changent, suivant des règles que nous ne comprenons pas encore. Tout cela est possible. Tout cela pourrait être réel. Et quelque part, en ce moment, alors que vous fermez les yeux, peut-être que quelque chose d'autre est en train de vivre, de bouger, d'exister d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais un jour, peut-être, nous le ferons. Et quand ce jour viendra, l'univers sera encore plus vaste, encore plus étrange et encore plus merveilleux qu'il ne l'est maintenant. Nous avons parlé de ce que pourrait être la vie et de où elle pourrait exister. Maintenant, il est temps de parler de comment nous la cherchons. Depuis plus d'un demi-siècle, des scientifiques du monde entier ont dirigé leurs télescopes vers le ciel, écoutant, observant, espérant capter un signal qui prouverait que nous ne sommes pas seuls. Cet effort s'appelle SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, et c'est l'une des entreprises scientifiques les plus ambitieuses et les plus controversées jamais entreprises. L'idée derrière SETI est simple. Si des civilisations extraterrestres existent, et si elles ont développé une technologie, elles pourraient émettre des signaux que nous pouvons détecter. Ces signaux pourraient être intentionnels, des messages envoyés dans l'espoir que quelqu'un les entende, ou ils pourraient être accidentels, des fuites de leur communication, de leur radar, de leur technologie quotidienne, tout comme nous émettons des signaux radio dans l'espace depuis que nous avons inventé la radio. Le projet SETI a commencé dans les années 60 avec le projet OSMA, dirigé par l'astronome Frank Drake. Il a pointé un radiotélescope vers 2 étoiles proches et a écouté pendant plusieurs mois. Il n'a rien trouvé, mais cela a établi le modèle pour toutes les recherches SETI qui ont suivi. Écoutez un large éventail de fréquences. Concentrez-vous sur les étoiles proches et recherchez des signaux qui ne peuvent pas être expliqués par des processus naturels. Au fil des décennies, SETI a évolué. Les télescopes sont devenus plus grands et plus sensibles. Les ordinateurs sont devenus plus puissants, capables de traiter d'énormes quantités de données. Les stratégies de recherche se sont diversifiées. Certains projets écoutent des millions de fréquences radio à la fois. D'autres recherchent des impulsions laser, de courtes rafales de lumière qui pourraient être utilisées pour la communication interstellaire. Certains recherchent des signaux provenant de directions spécifiques, de régions du ciel où nous savons qu'il y a des systèmes planétaires. D'autres balayent le ciel entier, ne manquant rien. Malgré tout cet effort, nous n'avons pas encore trouvé un signal définitif. Il y a eu quelques fausses alertes. En 1977, un signal puissant a été détecté par un radiotélescope de l'Ohio. Il était si fort et si inhabituel que l'astronome qui a examiné les données a griffonné « Wow » dans la marge. Le signal « Wow » reste inexpliqué à ce jour. Il n'a jamais été détecté à nouveau et nous ne savons toujours pas ce que c'était. Était-ce un signal extraterrestre? Peut-être. Était-ce un satellite qui passait? Ou un dysfonctionnement de l'équipement? Ou un phénomène naturel que nous ne comprenons pas? Également possible.
Sans répétition, nous ne pouvons pas le confirmer. Plus récemment, il y a eu les signaux radio rapides, ou FRB. Ce sont de courtes et puissantes rafales de radio provenant de l'espace lointain, durant seulement quelques millisecondes. Certaines se répètent, d'autres non. Pendant un moment, certains ont spéculé qu'elles pourraient être de la technologie extraterrestre, peut-être des faisceaux d'énergie utilisés pour propulser des vaisseaux spatiaux. Mais maintenant, la plupart des scientifiques pensent qu'elles sont probablement produites par des étoiles à neutrons hautement magnétisés, appelées magnétars. Encore une fois, quelque chose d'étrange et d'inexpliqué, mais probablement pas extraterrestre. Le défi de SETI est que l'espace est énorme et les signaux radio s'affaiblissent avec la distance. Un signal qui serait fort sur une planète à des années-lumière serait incroyablement faible au moment où il atteindrait la Terre. Il se perdrait dans le bruit de fond, les signaux radio naturels émis par les étoiles, les galaxies et même les restes du Big Bang lui-même. Pour détecter un signal extraterrestre, il devrait être soit très puissant, soit très distinct, se démarquant du bruit d'une manière qui ne peut pas être naturelle. Et même si nous détectons quelque chose, nous devons être absolument sûrs que ce n'est pas une interférence humaine. Nos propres satellites, nos téléphones portables, nos routeurs Wi-Fi, tous émettent des signaux radio. Distinguer un signal extraterrestre d'un signal terrestre est incroyablement difficile. C'est pourquoi SETI exige une confirmation. Un signal doit être détecté plusieurs fois de la même direction par plusieurs télescopes avant que nous puissions le prendre au sérieux. Mais SETI ne cherche pas seulement des signaux radio. Certains scientifiques recherchent ce qu'on appelle des technosignatures, des signes indirects de technologie avancée. Par exemple, une civilisation très avancée pourrait construire des structures massives autour de leur étoile pour capturer son énergie. Ces structures, appelées sphères de Dyson, bloqueraient une partie de la lumière de l'étoile, créant un motif distinctif que nous pourrions détecter avec nos télescopes. Nous n'avons pas encore trouvé de sphère de Dyson complète, mais nous avons trouvé quelques étoiles au comportement étrange. L'étoile de Tabi, par exemple, s'est assombrie de manière inhabituelle, baissant parfois de plus de 20% de sa luminosité. C'est beaucoup trop pour être causé par une planète qui passe devant elle. Certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'une mégastructure extraterrestre, mais des études plus approfondies suggèrent que c'est probablement un nuage de poussière inégal, peut-être des comètes se désintégrant. Encore une fois, pas des extraterrestres, mais un rappel que l'univers est plein de surprises. D'autres technosignatures pourraient inclure la pollution atmosphérique. Si une civilisation industrielle existe sur une planète lointaine, elle pourrait émettre des produits chimiques dans son atmosphère, des choses comme les chlorofluorocarbones, les CFC qui sont produits industriellement et ne se produisent pas naturellement. Si nous pouvons analyser l'atmosphère de exoplanètes, ce que nous commençons à pouvoir faire, nous pourrions chercher ces produits chimiques. Leur présence ne prouverait pas la vie, mais elle soulèverait des questions sérieuses. Il y a aussi l'idée de rechercher des signes d'éclairage artificiel. Une civilisation avancée pourrait éclairer le côté nuit de sa planète. Nous faisons cela sur Terre, et c'est visible de l'espace. Si nous pouvons détecter la lumière réfléchie par une exoplanète, nous pourrions chercher des motifs qui suggèrent des villes, des réseaux d'éclairage, quelque chose qui ne peut pas être naturel. Certains scientifiques ont même proposé de rechercher des signatures de moteurs spatiaux. Si une civilisation voyage entre les étoiles, ces vaisseaux spatiaux pourraient émettre des radiations caractéristiques ou laisser des traînées détectables. C'est hautement spéculatif, mais ce n'est pas impossible. Ce qui rend SETI si difficile, ce n'est pas seulement la technologie, mais aussi les hypothèses. Nous supposons que les extraterrestres utilisent des ondes radio parce que nous les utilisons. Nous supposons qu'ils construisent de grandes structures parce que c'est ce que nous ferions. Mais qu'est-ce s'ils utilisent une technologie que nous ne pouvons même pas imaginer? Qu'est-ce s'ils communiquent par des moyens que nous n'avons pas encore découverts, des ondes gravitationnelles, de l'intrication quantique ou quelque chose que nous n'avons même pas de nom pour? Nous ne pouvons chercher que ce que nous savons chercher. Et cela signifie que nous pourrions manquer des signaux qui sont là, mais d'une forme que nous ne reconnaissons pas. C'est pourquoi certains scientifiques plaident pour une approche plus large. Ne cherchez pas seulement des signaux radio ou des technosignatures spécifiques. Cherchez l'inhabituel, cherchez des anomalies, cherchez des choses qui ne correspondent pas à nos modèles de processus naturels. Si nous trouvons quelque chose qui ne peut pas être facilement expliqué, alors creusons plus profondément. Peut-être que ce n'est rien, mais peut-être que c'est quelque chose. Il y a aussi la question de la direction. Nous supposons que les extraterrestres nous envoient des messages, ou du moins émettent des signaux que nous pouvons détecter. Mais qu'est-ce s'ils ne le font pas? Qu'est-ce s'ils sont silencieux,
soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas développé de technologie radio. Dans ce cas, nous devons compter sur d'autres méthodes, chercher des biosignatures dans les atmosphères planétaires, chercher des signes de vie microbienne sur les lunes et les planètes de notre propre système solaire. Ces méthodes sont plus directes, mais aussi plus limitées en portée. Nous ne pouvons les appliquer qu'à des mondes relativement proches. Malgré toutes ces difficultés, SETI continue. De nouveaux projets sont lancés, de nouveaux télescopes sont construits et de nouvelles stratégies sont développées. Le projet Breakthrough Listen, lancé en 2015, est l'une des recherches SETI les plus complètes jamais entreprises. Il utilise certains des radiotélescopes les plus puissants du monde pour balayer des millions d'étoiles, à la recherche de signaux que nous aurions pu manquer auparavant. Jusqu'à présent, rien de définitif, mais la recherche continue. Et peut-être un jour, nous capterons quelque chose, un signal qui ne peut pas être expliqué, qui se répète, qui vient d'une direction spécifique. Un signal qui dit, clair et sans ambiguïté, que nous ne sommes pas seuls. Ce jour-là, si et quand il arrivera, changera tout. Cela répondrait à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Cela nous dirait que l'intelligence peut émerger ailleurs, que nous ne sommes pas un accident unique dans un univers vide. Et cela soulèverait 1000 nouvelles questions. Qui sont-ils ? À quoi ressemblent-ils? Que veulent-ils nous dire? Pouvons-nous répondre? Devrions-nous répondre? En attendant, nous écoutons, nous regardons et nous espérons. Parce que même si nous n'avons pas encore trouvé de preuves d'intelligence extraterrestre, le simple fait de chercher nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que l'univers est vaste, ancien et plein de possibilités, et que quelque part, peut-être, quelqu'un d'autre regarde aussi vers les étoiles, écoutant, espérant, se demandant s'il est seul. Alors que SETI recherche des signes d'intelligence et de technologie, il y a un autre domaine de recherche qui se concentre sur quelque chose de plus fondamental, pas des messages radio ou des mégastructures, mais des signatures chimiques qui suggèrent la présence de vie, même la vie simple et microbienne. Ce sont les biosignatures, et leur détection pourrait être la première véritable preuve que la vie existe au-delà de la Terre. Une biosignature est tout signe, toute signature chimique, atmosphérique ou géologique qui ne peut être facilement expliquée par des processus non biologiques et qui suggèrent la présence de vie. Sur Terre, la biosignature la plus évidente est l'oxygène. Notre atmosphère contient environ 21% d'oxygène, un niveau qui ne serait pas maintenu sans l'activité biologique constante des plantes et des bactéries photosynthétiques. L'oxygène est un gaz réactif. Il se combine facilement avec d'autres éléments et devrait disparaître de l'atmosphère s'il n'était pas constamment réapprovisionné. Sur une planète sans vie, vous ne vous attendriez pas à trouver autant d'oxygène libre. Donc, si nous détectons une planète lointaine avec une atmosphère riche en oxygène, ce serait un fort indice qu'il pourrait y avoir de la vie là-bas. Mais ce n'est pas une preuve définitive. L'oxygène peut également être produit par des processus non biologiques. La lumière ultraviolette d'une étoile peut diviser les molécules d'eau dans l'atmosphère, libérant de l'oxygène. Donc, nous devons être prudents. Une biosignature seule n'est pas suffisante. Nous avons besoin de contexte, de plusieurs lignes de preuves qui, ensemble, rendent l'explication biologique la plus probable. Le méthane est une autre biosignature potentielle. Sur Terre, la plupart du méthane est produit par des processus biologiques, principalement par des bactéries qui vivent dans des environnements sans oxygène, comme les marais ou les intestins des animaux. Le méthane dans l'atmosphère se décompose rapidement, donc sa présence suggère qu'il est constamment réapprovisionné. Si nous trouvons du méthane sur une planète lointaine, surtout s'il est associé à de l'oxygène, ce qui serait chimiquement inhabituel, cela pourrait indiquer la vie. Encore une fois, cependant, le méthane peut aussi être produit par des processus géologiques, comme le volcanisme. Nous devons être sûrs que ce que nous voyons ne peut pas être expliqué autrement. Le phosphine est un gaz qui a récemment fait la une des journaux. En 2020, des scientifiques ont rapporté avoir détecté du phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, le phosphine est principalement produit par des bactéries anaérobies. Sa présence sur Vénus a suscité beaucoup d'excitation et de spéculation. Pourrait-il y avoir de la vie dans les nuages de Vénus? Mais des études ultérieures ont remis en question la détection. Certains disent que le signal pourrait être causé par autre chose, pas du phosphine du tout. D'autres disent que même s'il y a du phosphine, il pourrait être produit par une chimie inconnue, pas nécessairement par la vie. Le débat continue. C'est un bon exemple de à quel point il est difficile d'interpréter les biosignatures.
Nous devons être rigoureux, sceptiques et ouverts à des explications alternatives. D'autres biosignatures potentielles incluent des déséquilibres chimiques dans l'atmosphère. Si nous voyons des gaz qui ne devraient pas coexister, qui réagiraient normalement l'un avec l'autre et disparaîtraient, cela pourrait suggérer que quelque chose les réapprovisionne activement. Sur Terre, la présence simultanée d'oxygène et de méthane est un tel déséquilibre. Ils réagissent ensemble, donc leur coexistence suggère des processus actifs, probablement la vie. Si nous voyons quelque chose de similaire sur une autre planète, cela mérite une enquête sérieuse. Nous pouvons également chercher des biosignatures dans la réflectance de la lumière. Les plantes sur Terre réfléchissent la lumière infrarouge d'une manière caractéristique, créant ce qu'on appelle le bord rouge de la végétation. Si une exoplanète a une couverture végétale étendue, nous pourrions être en mesure de détecter cette signature dans le spectre de la lumière réfléchie par la planète. Ce ne serait pas une preuve définitive, car d'autres choses pourraient créer des signatures similaires, mais ce serait intriguant. Il y a aussi des biosignatures dans la lumière polarisée. La vie, en particulier les micro-organismes, peut affecter la polarisation de la lumière de manière distincte. Certains scientifiques développent des instruments pour détecter ces signatures sur des planètes lointaines. Au-delà des atmosphères, nous pouvons chercher des biosignatures dans les océans et sur les surfaces. Si nous pouvons obtenir des images haute résolution d'une exoplanète, et c'est un grand si, nous pourrions chercher des signes de chlorophylle, de motifs saisonniers dans la végétation, ou même des caractéristiques géologiques qui suggèrent une activité biologique, comme les récifs coralliens ou les monticules de stromatolites. Mais tout cela nécessite une technologie que nous commençons seulement à développer. Les télescopes actuels ne peuvent pas voir les exoplanètes avec ce genre de détails. Nous pouvons détecter leur présence, mesurer leur taille et leurs orbites, et dans certains cas, analyser leurs atmosphères lorsqu'elles passent devant leurs étoiles. Mais voir la surface, voir les détails, c'est au-delà de nos capacités actuelles. Les futurs télescopes, cependant, pourraient changer cela. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a la capacité d'analyser les atmosphères de certaines exoplanètes en détail sans précédent. Il recherche de l'eau, du méthane, du dioxyde de carbone et d'autres gaz. Les missions futures, comme les télescopes spatiaux proposés spécifiquement conçus pour étudier les exoplanètes, pourraient aller encore plus loin. Elles pourraient bloquer la lumière de l'étoile, nous permettant de voir directement la planète et d'étudier sa lumière réfléchie. Elles pourraient chercher des biosignatures avec une sensibilité et une précision que nous ne pouvons qu'imaginer maintenant. Et il n'est pas seulement question de planètes lointaines. Nous cherchons également des biosignatures dans notre propre système solaire. Mars est une cible évidente. Nous savons qu'elle avait de l'eau liquide dans le passé. Nous savons qu'elle a encore de la glace d'eau maintenant. Les rovers comme Perseverance recherchent des signes de vie ancienne forant dans les roches, analysant le sol, à la recherche de molécules organiques ou de structures qui pourraient être des fossiles microbiens. Europe et Encelade, avec leurs océans souterrains, sont également des cibles de choix. Les futures missions pourraient atterrir sur ces lunes, percer à travers la glace ou analyser les panaches d'eau qui jaillissent dans l'espace. Si nous trouvons des molécules organiques complexes, des acides aminés ou même des structures cellulaires, ce serait une découverte révolutionnaire. Titan, avec ses lacs de méthane et sa chimie organique complexe, est une autre possibilité fascinante. La mission Dragonfly, prévue pour être lancée dans les années 2030, enverra un drone pour explorer la surface de Titan, à la recherche de signes de chimie prébiotique ou peut-être même de vie basée sur une chimie différente. Chacune de ces missions nous rapproche. Chaque instrument que nous construisons, chaque spectre que nous analysons, chaque échantillon que nous collectons est une pièce du puzzle. Et peut-être, dans les prochaines décennies, nous trouverons quelque chose. Une signature chimique qui ne peut pas être expliquée. Une molécule qui suggère la vie, une structure qui ressemble à une cellule. Ce jour-là, quand il arrivera, ne sera pas aussi dramatique que de recevoir un message radio d'une civilisation extraterrestre. Il n'y aura pas de message, pas de technologie, pas de preuve d'intelligence, mais ce sera tout aussi profond, parce que cela nous dira que la vie n'est pas unique à la Terre, que les processus qui ont conduit à notre existence peuvent se produire ailleurs, que l'univers n'est pas stérile, mais fertile, plein de possibilités. Et une fois que nous savons que la vie a émergé au moins 2 fois sur Terre et ailleurs, alors les probabilités changent. Si cela peut arriver 2 fois, cela peut arriver des millions de fois, des milliards de fois. Et soudain, l'univers devient un endroit beaucoup moins solitaire. En attendant, nous cherchons, nous analysons, nous comparons, nous débattons.
Chaque détection potentielle est examinée sous toutes les coutures, testée contre toutes les explications alternatives. C'est frustrant parfois. Nous voulons des réponses, nous voulons savoir, mais la science exige de la patience, elle exige des preuves. Et les preuves, quand il s'agit de la vie au-delà de la Terre, sont difficiles à obtenir. Pourtant, le simple fait que nous cherchions, que nous ayons les outils et les connaissances pour chercher, est extraordinaire. Il y a seulement quelques décennies, nous ne savions même pas si d'autres planètes existaient en dehors de notre système solaire. Maintenant, nous en avons trouvé des milliers, et nous ne cherchons pas seulement ces planètes. Nous cherchons la vie sur elles. C'est un témoignage de à quel point nous avons avancé et de à quel point nous sommes proches de répondre à l'une des plus grandes questions que nous nous sommes jamais posées. Alors, pendant que vous vous endormez, pensez aux télescopes pointés vers le ciel, pensez aux rovers sur Mars forant dans le sol rouge, pensez aux sondes en route vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne, pensez aux scientifiques analysant les données, cherchant ce signal, cette signature, ce signe que nous ne sommes pas seuls, ils cherchent pour nous tous. Et un jour, ils pourraient trouver quelque chose. Un jour, nous pourrions savoir, et ce jour changera tout. Alors que nous cherchons la vie dans l'univers, une question étrange et troublante se pose. Si la vie est commune, si l'univers est plein de planètes habitables, si l'intelligence peut émerger et développer la technologie, alors où est tout le monde? Pourquoi n'avons-nous pas encore détecté de signaux? Pourquoi ne voyons-nous pas de preuves de civilisations avancées? Pourquoi le ciel nocturne est-il si silencieux? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi qui aurait posé cette question lors d'un déjeuner en 1950. Ses collègues discutaient de la possibilité de voyages spatiaux extraterrestres et Fermi a simplement demandé « Où sont-ils » C'est une question simple, mais elle a des implications profondes. Si nous faisons des hypothèses raisonnables sur le nombre d'étoiles, le nombre de planètes, les chances que la vie apparaisse, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la
vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse sur une planète, et les chances que la vie apparaisse développe l'intelligence et la technologie, nous devrions nous attendre à ce que la galaxie soit grouillante de civilisations. Certaines d'entre elles seraient bien plus avancées que nous, ayant eu des millions, voire des milliards d'années pour évoluer et se développer. Elles devraient être évidentes. Elles devraient avoir colonisé la galaxie, construit des structures massives, envoyé des sondes dans tous les systèmes stellaires. Et pourtant, nous ne voyons rien. Le silence est assourdissant. Il y a beaucoup d'explications proposées pour le paradoxe de Fermi, et aucune n'est entièrement satisfaisante. Examinons quelques-unes des plus intrigantes. Premièrement, peut-être que la vie est beaucoup plus rare que nous ne le pensons. Peut-être que les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse sont si spécifiques, si improbables, que cela ne se produit presque jamais. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare. Elle suggère que bien qu'il y ait des milliards de planètes, seules quelques-unes ont la bonne combinaison de facteurs, la bonne taille, la bonne distance de leur étoile, le bon type d'étoile, une lune stabilisante, des planètes géantes pour dévier les astéroïdes, une composition chimique favorable, et ainsi de suite. Selon cette idée, la Terre est incroyablement chanceuse, et les planètes comme la nôtre sont extrêmement rares. Donc, même si la vie est possible, elle pourrait être si rare que les distances entre les civilisations sont si grandes qu'elles ne se rencontrent jamais. Deuxièmement, peut-être que la vie est commune, mais l'intelligence ne l'est pas. Sur Terre, la vie est apparue relativement rapidement, mais l'intelligence a pris beaucoup plus de temps. Des milliards d'années se sont écoulées pendant lesquelles la vie était simple, unicellulaire. Les organismes multicellulaires complexes n'ont émergé que récemment dans l'histoire de la Terre. Et l'intelligence, la capacité de manipuler l'environnement et de construire la technologie, n'est apparue qu'une seule fois chez nous. Peut-être que l'intelligence n'est pas un résultat inévitable de l'évolution. Peut-être que c'est un accident rare, un chemin évolutif que la plupart des planètes ne prennent jamais. Troisièmement, peut-être que les civilisations intelligentes ont tendance à s'autodétruire. C'est une pensée sombre, mais elle est prise au sérieux par de nombreux scientifiques. Nous, les humains, avons développé des armes nucléaires, des armes biologiques, et nous sommes confrontés à un changement climatique qui pourrait déstabiliser notre civilisation. Peut-être que toute civilisation qui développe une technologie avancée finit par se détruire, soit par la guerre, soit par la destruction de l'environnement, soit par une autre catastrophe. Si c'est le cas, alors les civilisations pourraient être communes, mais de courte durée. Elles pourraient exister pendant quelques siècles ou millénaires, puis disparaître, laissant derrière elles peu ou pas de traces. C'est ce qu'on appelle le grand filtre, l'idée qu'il y a une étape dans l'évolution de la vie ou de la civilisation qui est extrêmement difficile à franchir. Soit c'est derrière nous, l'émergence de la vie elle-même, auquel cas nous avons de la chance d'être ici, soit c'est devant nous, auquel cas nous sommes en danger. Quatrièmement, peut-être que les civilisations avancées sont là, mais elles ne veulent pas que nous les trouvions. C'est l'hypothèse du zoo, l'idée que nous sommes observés mais délibérément laissés seuls, comme des animaux dans un zoo ou une réserve naturelle.
Peut-être qu'il y a une sorte de code galactique, une règle qui dit que les civilisations avancées ne doivent pas interférer avec les moins avancées. Peut-être qu'ils nous observent, étudient notre développement, mais restent cachés jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de maturité. C'est une idée populaire dans la science-fiction, mais elle est difficile à tester scientifiquement. Cinquièmement, peut-être que nous ne cherchons pas de la bonne manière. Peut-être que les extraterrestres n'utilisent pas de signaux radio. Peut-être qu'ils communiquent par des moyens que nous n'avons pas encore découverts, ou qu'ils ont évolué au-delà du besoin de communication électromagnétique. Peut-être que leurs signaux sont tout autour de nous, mais nous ne savons pas comment les détecter parce qu'ils utilisent une technologie ou un langage que nous ne comprenons pas. Sixièmement, peut-être que l'espace est tout simplement trop grand. Même si des milliers de civilisations existent dans notre galaxie, les distances entre elles sont si vastes que la communication est pratiquement impossible. Un signal radio met des années, des décennies, voire des siècles pour voyager d'une étoile à une autre. Une conversation prendrait des générations, et le voyage interstellaire, même à une fraction de la vitesse de la lumière, prendrait des millénaires. Peut-être que les civilisations existent, mais elles sont isolées par la simple immensité de l'espace, chacune seule dans son propre coin de la galaxie. Septièmement, peut-être que nous sommes les premiers. L'univers a environ 13,8 milliards d'années, mais les premières étoiles ne contenaient pas les éléments lourds nécessaires à la vie. Il a fallu plusieurs générations d'étoiles pour enrichir l'univers en carbone, oxygène et autres éléments. Peut-être que nous vivons dans une phase relativement précoce de l'univers où les civilisations commencent seulement à émerger. Peut-être que nous sommes parmi les premiers et que dans des milliards d'années, l'univers sera rempli de vie, mais pour l'instant, nous sommes seuls ou presque. Huitièmement, peut-être qu'ils sont déjà venus et sont partis. Peut-être que des civilisations extraterrestres ont visité la Terre dans le passé lointain avant que nous existions ou avant que nous développions une civilisation. Elles n'ont rien trouvé d'intéressant et sont parties. Ou peut-être qu'elles ont laissé des traces que nous n'avons pas encore trouvées. Certains ont spéculé sur l'existence de sondes extraterrestres anciennes cachées dans le système solaire, attendant silencieusement. Mais il n'y a aucune preuve crédible de cela. Neuvièmement, peut-être que les extraterrestres existent sous des formes que nous ne reconnaîtrions pas comme vivantes ou intelligentes. Peut-être qu'ils sont des entités numériques, vivant dans des simulations ou des réseaux informatiques. Peut-être qu'ils se sont téléchargés dans des machines et n'ont plus de corps biologique. Peut-être qu'ils existent à des échelles de temps ou d'espace si différentes des nôtres que nous ne pourrions jamais les percevoir. Une civilisation qui pense 1 million de fois plus vite que nous, ou 1 million de fois plus lentement, pourrait être invisible pour nous. Enfin, il y a la possibilité que nous soyons vraiment seuls, que malgré tous les milliards de planètes, malgré toutes les probabilités, la vie n'est apparue qu'une seule fois, ici, sur Terre. C'est la possibilité la plus solitaire, mais elle ne peut être exclue. Si c'est vrai, alors nous avons une responsabilité énorme. Nous sommes les seuls témoins de l'univers, les seuls êtres capables de le comprendre et de l'apprécier. Notre extinction signifierait que l'univers retournerait à un état inconscient, sans personne pour le regarder ou s'en émerveiller. Le paradoxe de Fermi n'a pas de réponse facile. Chacune de ces explications a ses mérites et ses faiblesses. Certaines peuvent être vraies simultanément. Peut-être que la vie est rare et que l'intelligence est plus rare encore, et que les civilisations s'autodétruisent souvent, et que l'espace est trop grand. Toutes ces choses ensemble pourraient expliquer le silence. Ou peut-être que nous manquons simplement quelque chose d'évident, quelque chose que nous réaliserons dans quelques années ou décennies qui rendra tout clair. Pour l'instant, le silence reste. Et c'est à la fois inquiétant et fascinant. Inquiétant parce qu'il soulève la possibilité que nous soyons seuls ou que quelque chose de terrible attend les civilisations technologiques. Fascinant parce qu'il nous rappelle à quel point nous savons peu, à quel point il reste à découvrir. Quand vous regardez les étoiles, pensez à ce silence. Pensez à toutes ces planètes là-bas, orbitant des étoiles lointaines. Combien d'entre elles ont de la vie? Combien ont de l'intelligence? Et si elles en ont, pourquoi ne disent-elles rien? Ou peut-être qu'elles le font et nous ne l'entendons tout simplement pas encore. Peut-être que demain, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, nous capterons un signal et le paradoxe sera résolu. En attendant, c'est juste nous et les étoiles, et le silence, et la question, où sont-ils? Lorsque nous pensons aux extraterrestres, nous imaginons souvent des êtres qui pensent comme nous, qui ont des buts, des désirs, des émotions. Nous supposons qu'ils seraient curieux, qu'ils voudraient explorer, communiquer, peut-être même se faire des amis. Mais qu'est-ce si l'intelligence extraterrestre ne ressemble en rien à la nôtre? Qu'est-ce si leur façon de penser, de percevoir le monde, est si différente que nous ne pourrions jamais vraiment la comprendre?
C'est l'une des questions les plus profondes et les plus difficiles de l'astrobiologie. Qu'est-ce que l'intelligence? Et à quoi pourrait-elle ressembler sous une forme non humaine? Sur Terre, nous avons différents types d'intelligence. Les dauphins communiquent avec des sons complexes et semblent avoir une forme de langage. Les poulpes résolvent des problèmes et utilisent des outils, malgré le fait que leur cerveau soit structuré très différemment des nôtres. Les corbeaux fabriquent des outils et se souviennent des visages. Les abeilles communiquent par la danse. Les arbres, d'une certaine manière, communiquent chimiquement à travers leurs racines et les réseaux fongiques dans le sol. Ce sont toutes des formes d'intelligence, mais elles sont très différentes les unes des autres. Et elles sont toutes terrestres, toutes basées sur la biologie du carbone et de l'eau. Imaginez maintenant une forme de vie qui a évolué sur une planète complètement différente, avec une chimie différente, une atmosphère différente, une histoire évolutive différente. Leur intelligence pourrait fonctionner selon des principes que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils pourraient percevoir le monde par le magnétisme ou par des sens chimiques que nous n'avons pas. Ils pourraient communiquer par des changements de couleur ou par des champs électriques ou par des moyens que nous n'avons même pas de mots pour décrire. Leur concept de soi pourrait être différent. Sur Terre, nous avons un fort sens de l'individualité. Nous pensons à nous-mêmes comme à des entités distinctes. Mais qu'est-ce si une intelligence extraterrestre était collective, comme une ruche? Imaginez une espèce où les individus n'ont pas de conscience séparée, mais font partie d'un esprit collectif plus large. Ou imaginez une espèce où la conscience n'est pas localisée dans un seul corps, mais distribuée à travers un réseau, peut-être à travers des milliers de kilomètres. Comment communiqueriez-vous avec quelque chose comme ça? Comment sauriez-vous même que c'est intelligent? Il y a aussi la question du temps. Les humains vivent des décennies. Nous pensons en termes de secondes, de minutes, de jours. Mais qu'est-ce si une espèce extraterrestre vivait des millénaires, ou seulement des heures? Leur perception du temps serait radicalement différente. Une conversation qui prend quelques minutes pour nous pourrait sembler instantanée pour eux, ou prendre des années. Imaginez essayer de communiquer avec un être qui pense 1 million de fois plus lentement que vous. Vous enverriez un message et attendriez des siècles pour une réponse. Ou imaginez le contraire, un être qui pense si vite que toute votre vie passe en un instant pour lui. Et puis, il y a la question des valeurs et des motivations. Nous supposons que les extraterrestres intelligents seraient curieux, qu'ils voudraient explorer et comprendre l'univers. Mais pourquoi le feraient-ils? La curiosité est un trait qui a été sélectionné chez les humains parce qu'il nous a aidés à survivre. Mais une espèce différente, dans un environnement différent, pourrait avoir des motivations complètement différentes. Peut-être qu'ils ne se soucient pas de l'exploration. Peut-être qu'ils sont parfaitement satisfaits de rester sur leur propre planète, sans aucun désir de communiquer avec d'autres. Peut-être que leur intelligence est tournée vers l'intérieur, concentrée sur des états mentaux ou spirituels plutôt que sur la manipulation du monde physique. Ils pourraient être incroyablement avancés philosophiquement ou mathématiquement, mais ne jamais construire un seul outil. Nous ne les reconnaîtrions même pas comme une civilisation. Il y a aussi la possibilité que les extraterrestres intelligents soient artificiels. Peut-être qu'une civilisation biologique a créé des intelligences artificielles, des machines pensantes, et ces machines ont survécu longtemps après que leur créateur ait disparu. Ou peut-être que les machines ont évolué d'elles-mêmes, sans jamais avoir de phase biologique. Une intelligence artificielle pourrait penser de manière très différente d'une intelligence biologique. Elle pourrait ne pas avoir besoin de nourriture, d'eau ou d'air. Elle pourrait ne pas ressentir d'émotions. Elle pourrait être purement logique, ou elle pourrait avoir un type d'émotion que nous ne pouvons pas comprendre. Comment communiqueriez-vous avec elle? Quelles questions poseriez-vous? Certains philosophes et scientifiques ont exploré l'idée que la conscience elle-même pourrait être un phénomène universel, pas limité au cerveau biologique. Peut-être que la conscience émerge de tout système suffisamment complexe, qu'il soit fait de neurones, de silicium ou de quelque chose d'autre. Si c'est vrai, alors l'intelligence pourrait prendre un nombre infini de formes. Elle pourrait exister dans des ordinateurs, dans des réseaux, dans des structures que nous ne reconnaîtrions même pas comme des systèmes. Elle pourrait être partout, cachée à la vue de tous, attendant simplement que nous sachions comment la reconnaître. Et puis, il y a la question de la communication. Même si nous trouvons une intelligence extraterrestre, même si nous sommes sûrs que c'est intelligent, comment communiquons-nous avec elle? Le langage est basé sur des expériences partagées. Nous avons des mots pour des choses que nous voyons, touchons, ressentons. Mais qu'est-ce si les extraterrestres n'ont aucune de ces expériences? Qu'est-ce s'ils ne voient pas, ne touchent pas, ne ressentent pas de la même manière que nous? Comment trouvons-nous un terrain d'entente?
Certains scientifiques pensent que les mathématiques pourraient être un langage universel. Les mathématiques sont les mêmes partout dans l'univers. 2 plus 2 égale 4. Que vous soyez sur Terre ou à l'autre bout de la galaxie. Donc peut-être que nous pourrions communiquer en utilisant des concepts mathématiques, construisant lentement un langage commun à partir de là. D'autres pensent que la physique pourrait être le pont. Les lois de la physique sont universelles, toute civilisation technologique doit les comprendre. Donc, peut-être que nous pourrions commencer par des concepts physiques simples, la lumière, la gravité, l'énergie, et construire à partir de là. Mais même avec les mathématiques ou la physique, il y a des défis. Comment exprimez-vous des idées abstraites? Comment parlez-vous d'émotions, d'art, de philosophie? Comment traduisez-vous l'amour, la peur, la beauté dans un langage mathématique? Peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être qu'il y a des aspects de l'expérience qui sont intrinsèquement non traduisibles. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, nous devons essayer. Parce que si nous trouvons jamais une intelligence extraterrestre, le simple fait de la trouver sera l'une des choses les plus importantes qui soit jamais arrivée. Cela changera notre compréhension de ce que signifie être intelligent, être conscient, être vivant. Cela nous forcera à remettre en question nos hypothèses sur nous-mêmes et notre place dans l'univers. Et peut-être, avec le temps et les efforts, nous trouverons un moyen de combler le fossé. Peut-être que nous apprendrons à voir le monde à travers leurs yeux, quel qu'il soit. Peut-être que nous trouverons un terrain d'entente dans les lois de l'univers, dans les modèles qui sous-tendent toute existence, ou peut-être que nous resterons à jamais des étrangers les uns pour les autres, incapables de vraiment comprendre, mais conscients de la présence de l'autre. Et peut-être que c'est suffisant, savoir que nous ne sommes pas seuls, même si nous ne pouvons jamais vraiment connaître l'autre, parce que l'univers est vaste, et l'intelligence, quelle que soit sa forme, est rare et précieuse. Trouver une autre lumière dans l'obscurité, même si nous ne pouvons pas comprendre sa couleur, serait toujours une découverte profonde. Cela nous dirait que l'univers n'est pas seulement de la matière et de l'énergie, il est aussi l'esprit, et que quelque part, d'une manière ou d'une autre, d'autres esprits regardent vers les étoiles et se demandent, tout comme nous. Nous arrivons à la fin de notre voyage ce soir, mais pas à la fin de la question, parce que la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers restera probablement avec nous pendant longtemps encore. C'est une question qui ne se résout pas facilement, qui ne se ferme pas avec une réponse simple. Elle reste ouverte, comme le ciel nocturne lui-même, vaste et rempli de possibilités. Alors que vous vous allongez là, en train d'écouter, peut-être que vos yeux sont devenus lourds, peut-être que le sommeil commence à venir doucement, comme une marée montante. C'est bien, laissez-le venir. Laissez ces pensées sur l'univers, sur la vie, sur l'intelligence et la solitude, flotter dans votre esprit comme des étoiles dans un ciel nocturne. Pensez à tout ce dont nous avons parlé, les milliards de planètes là-bas, chacune tournant autour de son étoile, les océans sous la glace, les nuages de Jupiter, les atmosphères lointaines remplies de gaz que nous commençons seulement à analyser. Pensez aux bactéries dans les sources chaudes, aux poulpes dans les profondeurs de l'océan, aux arbres communiquant à travers leurs racines, toutes les formes que la vie peut prendre, toutes les façons dont l'intelligence peut émerger. Pensez aux scientifiques qui travaillent dans l'obscurité, pointant leurs télescopes vers le ciel, écoutant les signaux radio, analysant les spectres de lumière, à la recherche de cette signature qui pourrait tout changer. Pensez aux rovers sur Mars, aux sondes en route vers les lunes de Saturne, aux missions futures qui perceront la glace d'Europe ou voleront à travers les nuages de Titan. Nous cherchons, nous avons toujours cherché, c'est ce que font les êtres humains. Nous regardons au-delà de l'horizon et demandons ce qui vient ensuite. Et maintenant, notre horizon est l'univers entier. Nous ne savons toujours pas si nous sommes seuls. Nous ne savons pas si quelque part, sur une planète trop lointaine pour que nous puissions jamais la visiter, quelque chose vit, respire, pense. Nous ne savons pas si dans les nuages de Vénus, ou sous la glace d'Encelade, ou dans un océan souterrain sur une lune que nous n'avons pas encore découverte, la vie est en train de faire son lent travail patient, s'adaptant, survivant, persistant. Mais nous savons ceci, nous savons que l'univers est vaste, nous savons qu'il est ancien, nous savons qu'il est rempli d'étoiles et de planètes et de lunes et de nuages et d'océans. Nous savons que la chimie qui a créé la vie ici existe ailleurs. Nous savons que les lois de la physique qui permettent la vie de fonctionner sont les mêmes partout. Et nous savons que si cela s'est produit une fois, ici, sur cette petite planète bleue, tournant autour d'une étoile ordinaire dans un coin sans intérêt de la galaxie, alors cela pourrait se produire ailleurs.
Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être qu'en ce moment, alors que vous êtes là, dérivant vers le sommeil, quelque chose de vivant est en train de nager dans un océan sous la glace. Peut-être que quelque chose est en train de flotter dans les nuages d'une géante gazeuse. Peut-être que quelque chose regarde vers les étoiles depuis une planète trop lointaine pour que nous puissions la voir et se demande, tout comme nous, s'il est seul. Ou peut-être que nous sommes seuls. Peut-être que dans tout ce vaste univers, avec tous ces billions de planètes, nous sommes les seuls à être éveillés, les seuls à regarder, les seuls à nous demander. Si c'est vrai, alors c'est à la fois terrible et beau. Terrible parce que cela signifie que nous portons un fardeau énorme, la responsabilité d'être les seuls témoins. Si nous disparaissons, personne d'autre ne regardera les étoiles et ne se demandera. Personne d'autre n'écrira de la poésie sur le lever du soleil ou ne fera des théories sur le début de l'univers. Toute cette immensité retournera à l'inconscience, à la matière et à l'énergie sans personne pour l'apprécier. Mais c'est aussi beau, parce que cela signifierait que nous sommes incroyablement spéciaux, que contre toute attente, contre toutes les probabilités, nous sommes arrivés. Nous avons évolué de la poussière d'étoiles en être conscients, capables de regarder en arrière et de comprendre d'où nous venons. Nous sommes l'univers se réveillant, se regardant lui-même, se demandant pourquoi, et peut-être que c'est suffisant. Nous ne savons pas laquelle est vraie. Nous ne savons pas si nous sommes seuls ou accompagnés. Et peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais le fait que nous puissions poser la question, que nous puissions chercher la réponse, que nous puissions rêver de ces possibilités, cela en soi est remarquable. Cela nous sépare pas seulement des roches et des rivières, mais aussi de presque toute autre forme de vie sur notre propre planète. Nous sommes curieux, nous voulons savoir, nous voulons comprendre. Et cette curiosité, ce désir de regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre monde, et de demander ce qui pourrait être là-bas, c'est peut-être la chose la plus humaine que nous fassions. Alors, en vous endormant, emportez cette pensée avec vous. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes un petit morceau d'un univers qui s'éveille. Vous êtes composé d'atomes forgés dans les cœurs des étoiles, qui ont explosé et répandu leurs éléments à travers l'espace, qui ont finalement formé la Terre, qui ont donné naissance à la vie, qui a évolué pendant des milliards d'années pour devenir vous. Vous êtes poussière d'étoiles. Et quelque part, peut-être, sur une planète lointaine, quelque chose d'autre fait de poussière d'étoiles est en train de se poser la même question. Sont-ils seuls? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre là-bas, regardant aussi vers les étoiles, se demandant « peut-être qu'un jour nous le saurons, peut-être qu'un jour nous entendrons ce signal, nous verrons cette signature, nous trouverons cette preuve, et ce jour, l'univers changera. Il ne sera plus un endroit de solitude, mais un endroit de communauté. Nous ne serons plus les seuls à regarder vers les étoiles, mais l'un des nombreux. Et nous saurons que dans cette immensité, dans ce vide froid et noir, nous ne sommes pas seuls. En attendant, nous avons les étoiles, nous avons les questions, nous avons la recherche, et nous avons les uns les autres, ici, maintenant, sur cette petite planète, partageant ce moment, cette curiosité, ce sens de l'émerveillement. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le voyage est plus important que la destination. Peut-être que le fait de chercher, de se demander, de rêver, c'est ce qui compte vraiment. Dormez bien, voyageurs cosmiques. Rêvez d'océans sous la glace, de civilisations sur des mondes lointains, de signaux voyageant à travers les ténèbres. Rêvez d'un univers plein de vie, d'intelligence, d'émerveillement. Et quand vous vous réveillerez, rappelez-vous que quelque part, en ce moment, nous cherchons, nous écoutons et nous espérons, parce que l'univers est vaste et nous venons juste de commencer à explorer.